Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Prime Actu DMV, votre émission qui vous propose des solutions pour faciliter votre intégration dans la communauté. Ce soir, nous recevons, du moins j'ai le plaisir de recevoir John Kaviavu de Life Asset Incorporated, une structure qui est basée dans Washington DC, non pas dans le Maryland, donc qui est basée à Washington DC. Et il est ici pour nous parler de quelles sont les ressources qui sont accessibles aux entrepreneurs pour réussir dans ce secteur-là. Donc, bonsoir à vous, John. Bonsoir, Clara. Bonsoir. Donc, on se tutoie, on se vous voit déjà. On peut aller avec les tutoiements, ça va? D'accord, merci. Je sais que c'est ta deuxième interview avec nous, hein? Tout à fait, oui. Donc, c'est un plaisir de t'avoir de nouveau ici à Prime Actu DMV. Merci. Merci beaucoup. C'est aussi pour moi un plaisir d'être encore une fois là ce soir pour échanger avec vos téléspectateurs. D'accord. Donc, Life Asset, qui est cette structure qui est basée à Washington DC, travaille beaucoup avec des entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises pour les soutenir. Mais avant même de parler de Life Asset, quand quelqu'un veut, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans notre communauté qui se lancent dans du business, que ce soit un business solo, comme ils appellent ici solopreneur, ou alors en partenariat avec d'autres personnes. Est-ce qu'il y a, un portrait des qualités spécifiques que quelqu'un doit avoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, tout à fait. En fait, l'entrepreneuriat, c'est un parcours qui a ses exigences. Et avant de se lancer, tout d'abord, l'entrepreneur doit avoir la volonté et la détermination. Je crois que c'est là, en fait, la clé du succès dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, l'entrepreneur doit avoir une forte envie de réussir parce que il y a des difficultés tout au long de ces parcours-là. Et du coup, quand on n'a pas cette volonté, cette détermination, c'est facile d'abandonner. Ça, c'est un. Donc, la volonté et la détermination. Deuxièmement, l'entrepreneur doit être un bon gestionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable non seulement de concevoir un plan, mais aussi de l'exécuter avec, bien évidemment, le moyen du bord en termes de ressources humaines et puis des ressources matérielles. Donc, il doit être un bon gestionnaire. Troisièmement, c'est important qu'un entrepreneur soit un bon leader. Un bon leader, ce n'est pas en fait la personne qui est peut-être la plus intelligente, mais c'est plutôt la personne qui est capable de mobiliser les ressources et les intelligences nécessaires pour faire avancer l'entreprise, pour faire avancer la société. Et quatrièmement, et peut-être je vais m'arrêter par là, peut-être tu peux aller jusqu'à 5, c'est que l'entrepreneur doit être attentif et flexible selon les demandes du marché, parce que le marché, il n'est pas statique, donc il change avec le temps. Alors qu'on est entrepreneur, on doit être attentif aux exigences du marché et puis on doit être flexible, n'est-ce pas, pour pouvoir s'adapter au contexte actuel, pouvoir s'adapter aux nouvelles réalités du marché et bien sûr adapter son produit ou adapter ses services à ces nouvelles exigences. Et l'autre qualité qui est importante pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que il faut être armé de patience. Donc, quand on n'est pas patient, c'est difficile de réussir dans l'entrepreneuriat. En fait, la réalité, c'est que quand on se lance aujourd'hui, ce n'est pas demain ou après-demain qu'on va commencer à récolter de beaux résultats, à réaliser des bénéfices. Donc, il faut y mettre du temps. Et donc, quand on n'a pas la patience, c'est compliqué, c'est difficile de réussir dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est cela, je crois, les 5 éléments, les 5 qualités qui sont vraiment importantes pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. Donc, à t'entendre, c'est à croire qu'on a besoin d'un instant de prendre du temps pour se demander si l'entrepreneuriat, c'est véritablement le domaine dans lequel on veut se lancer. Et un autre aspect de la chose qui revient, c'est que souvent les entrepreneurs, ils sont pas célibataires, donc ils sont en couple, pour le dire comme ça, c'est carrément une famille. Ouais. Est-ce que, de par ton expérience, il y a certaines,
il y a certaines questions fondamentales que peut-être l'entrepreneur se pose, mais que le ou la partenaire n'est pas en accord avec la vision. Et quelle a été ton expérience par rapport à ça et quel conseil donnerais-tu? Alors ça, c'est une question très importante que malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs négligent. En fait, lorsque vous êtes en famille, c'est-à-dire si vous êtes un homme, vous avez votre femme, votre épouse, et puis vous avez des enfants qui peuvent avoir différents âges. Et selon l'âge de vos enfants, il faut aussi les impliquer dans la conversation. D'abord, votre épouse, votre femme doit être impliquée dans cette conversation parce que, comme je le disais tantôt, lorsque vous lancez l'entreprise, en fait, une entreprise ou un business, ce n'est pas demain ou après-demain que cette entreprise ou ce business va commencer à produire des bons résultats. Donc, par conséquent, il faut des sacrifices. Et quand on parle de sacrifices, ce ne sont pas les sacrifices seulement au niveau de la personne, de l'entrepreneur, mais aussi ce sont des sacrifices autour de personnes qui partagent la vie avec l'entrepreneur. Par exemple, vous pouvez avoir un boulot, un travail, ça vous prend peut-être 8 heures par jour, et vous avez assez de temps à passer avec votre famille, avec vos enfants et tout. Mais lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, surtout au début, ça demande beaucoup de votre temps. Vous pouvez pratiquement travailler 12 heures ou même 14 heures par jour. Et du coup, vous n'avez plus le temps pour les enfants, vous n'avez plus le temps pour votre épouse, vous n'avez plus le temps pour votre famille. Alors si déjà au départ, la famille n'avait pas été impliquée dans ces processus, vous comprenez que ça va causer des conflits au sein de la famille. Donc c'est très important d'impliquer la famille déjà au début dans cette conversation de manière à ce que vous puissiez être tous sur la même longueur d'onde et que vous soyez tous prêts à faire face, n'est-ce pas, aux sacrifices qui viennent avec l'entrepreneuriat. Ouais. D'accord. Et quand on parle d'entrepreneuriat, et il y a un terme qui revient assez souvent ici aux États-Unis, on parle de niche. Même en français, c'est le même mot. Donc, comment est-ce qu'on peut, pour quelqu'un qui pense à lancer une entreprise, comment est-ce qu'on identifie le secteur dans lequel on doit se lancer ou pas? Alors, par rapport à cette question, quand vous lancez une entreprise, l'objectif final, c'est que vous puissiez, n'est-ce pas, réaliser de bénéfices. Donc, vous voulez créer la richesse. Oui. Et donc, pour créer la richesse, il faut avoir des clients, je veux dire, qui vont acheter vos produits ou qui vont acheter vos services, selon le cas. Alors, il y a d'autres produits ou d'autres services qui sont spécifiques à une certaine catégorie de personnes. Et donc, il faut savoir identifier cette catégorie de personnes. Et c'est ça, en fait, la niche dont vous parlez. Bien sûr, peut-être il y a d'autres services ou d'autres produits qui peuvent se vendre à toute catégorie de personnes, mais il y a d'autres qui sont spécifiques et il faut savoir identifier cette catégorie spécifique qui sera intéressée par votre produit ou par votre service. Et lorsque vous essayez de voir si votre idée, en fait, va marcher, si votre business va marcher, c'est à cette catégorie de personnes qu'il faut s'adresser pour voir s'ils vont mordre, n'est-ce pas, à la maison, si vous voulez, s'ils vont être intéressés par vos services, s'ils vont être intéressés par vos produits. Et une fois que vous avez fait cette sorte d'enquête ou cette sorte d'étude et que vous êtes convaincu que votre produit intéresse cette catégorie de personnes, c'est à ce moment-là que vous pouvez donc vous lancer et continuer avec les étapes qui vont suivre. Mais c'est très important donc d'identifier cette catégorie de personnes, cette catégorie de clients qui seront intéressés par votre business. Ouais. D'accord, c'est ce que ils appellent une étude de marché, c'est ça? Exactement. Ouais. D'accord. Et souvent, on a en idée qu'il faut absolument être quelqu'un qui est dans le business pour se lancer dans le business, ou alors avoir une formation genre MBA. Mais est-ce qu'on doit véritablement avoir une formation en business pour créer une entreprise? Surtout une qui réussit. Alors, je vais dire oui et non à la fois. Non, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas
il n'y a pas un diplôme spécifique qu'il faut avoir pour se lancer dans le business. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi, et pas nécessairement parce qu'ils ont été à l'école ou ils ont été au collège, pas du tout. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour pouvoir se lancer dans un business. Cependant, il y a des compétences nécessaires que tout entrepreneur doit avoir pour bien gérer son entreprise. Vous devez avoir des compétences de base, par exemple la comptabilité, en management, en marketing, et puis en savoir un peu sur la fiscalité et tout, parce que vous êtes un décideur. Et pour prendre des bonnes décisions, il faut nécessairement avoir un bagage, si vous voulez. Mais dans le monde actuel, pour avoir ces bagages dont vous avez besoin, vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller sur le banc de l'école. Vous pouvez être un autodidacte qui lit des livres ou qui fait des recherches sur Internet pour se former afin de pouvoir, n'est-ce pas, acquérir ces compétences, ces connaissances dont vous avez besoin pour mieux gérer votre entreprise. Et ça, c'est un processus qui ne finit pas. Quand on est entrepreneur, on doit continuellement être en train de s'adapter, de se former, de se former et s'informer pour, n'est-ce pas, pouvoir bien gérer son entreprise. C'est pourquoi ceux qui réussissent dans l'entrepreneuriat, c'est généralement aussi des gens qui aiment lire, qui aiment s'éduquer. Voilà, c'est important. D'accord. Merci pour cette information parce que je pense que tout ce que tu dis là, c'est très important parce que souvent les gens, on se lance parce qu'on a de la passion pour quelque chose, mais sans véritablement, on va faire une étude du marché, sans véritablement, on va chercher des ressources. Donc, quand tu parles de la gestion d'un business, les statistiques disent que chaque nouveau business qui est créé fait faillite après 6 mois. Pourquoi? À quoi cela est dû? Ça, c'est encore une fois une bonne question. Oui, c'est une réalité. En fait, beaucoup de business qui sont créés ne dépassent pas les 6 mois. Beaucoup d'autres ne dépassent pas les 12 mois. Donc, le taux d'échec dans l'entrepreneuriat est très élevé, en fait. Et il y a un certain nombre de raisons. Et c'est souvent parce que les petites entreprises, souvent, on néglige l'importance de la planification efficace avant d'ouvrir les portes. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, lorsqu'on lance un business, ça peut prendre 6 mois, 12 mois, 18 mois, 2 ans ou même plus avant que le business ne puisse, n'est-ce pas, atteindre les seuils de rentabilité pour ensuite commencer à faire des bénéfices. Entre-temps, vous êtes un responsable d'une famille, donc vous devez payer vos factures. Et qui paye alors vos factures? Et c'est là où il faut bien faire la planification, de manière à ce que vous puissiez avoir suffisamment de moyens pour couvrir, par exemple, toutes les dépenses durant les 6 mois ou durant le premier 12 mois. Parce que beaucoup d'entreprises, justement, échouent tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. Et c'est ça, en fait, l'un de risques plus importants quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Surtout si c'est un type de business qui va vous obliger de quitter votre boulot, c'est-à-dire un business auquel vous devez vous consacrer à 100%. Il y a d'autres business qui sont plus ou moins flexibles où vous pouvez en même temps faire ces business, en même temps garder votre travail, votre 9 to 5, comme les anglophones le disent. Alors là, c'est beaucoup plus facile parce que vous serez en même temps en train de créer votre business à côté, et puis en train de travailler, c'est-à-dire vous avez un salaire qui vous permet de couvrir vos dépenses en famille et payer vos factures. Mais si c'est un business auquel vous devez vous consacrer et que vous devez quitter, vous devez donc abandonner votre boulot pour vous consacrer au business, là, il faut bien planifier de manière à ce que vous ne puissiez pas être quelque part déçu ou surpris, être surpris par un échec qui peut avoir un impact négatif sur votre vie personnelle et puis la vie de votre famille. Donc, il faut bien faire la planification. Et d'ailleurs, les anglophones disent que we fail
not because we plan to fail, but because we fail to plan. Pour dire que souvent, nous échouons pas parce que nous avons planifié l'échec, mais parce que nous avons échoué de faire une bonne planification. Donc, c'est très important de planifier et tenir compte d'un certain nombre de facteurs qui entrent en jeu lorsque vous devez lancer votre business. Donc, ne soyez pas emporté par votre passion et puis vous précipiter dans l'affaire. Il faut vraiment travailler et bien réfléchir selon, bien évidemment, les secteurs dans lesquels vous voulez vous lancer pour pouvoir mettre tous les éléments en place avant de pouvoir vous lancer. D'accord. Ouais. Ce qui m'amène à poser cette question parce que beaucoup d'entrepreneurs utilisent leurs fonds propres. Ouais. Est-ce une bonne idée ou pas? Alors, quelque part, je dirais oui, c'est une bonne idée. C'est pourquoi, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas que ce soit une idée qui vous passe dans la tête aujourd'hui et vous vous lancez demain. Okay. Il faut du travail. C'est-à-dire, vous vous dites, écoutez, je voudrais me lancer. Par conséquent, je vais commencer à me préparer. Et se préparer, c'est aussi commencer à travailler pour constituer, n'est-ce pas, un capital qui va permettre de vous lancer. Parce que lorsque vous vous lancez avec le moyen propre, c'est-à-dire votre argent propre, vous vous lancez avec très peu de risques. Tandis que lorsque vous devez aller solliciter l'argent auprès des institutions financières, vous comprenez que là, le risque est très élevé parce que si ça échoue, si ça ne marche pas, vous allez vous retrouver avec des dettes que vous devez rembourser aux institutions financières. Par conséquent, si vous le pouvez, essayez de lancer votre business avec le moyen propre. En fait, on a toujours dit dans le monde des business que la première option pour le financement de votre business, il y a ce qu'on appelle le FFF. So that family, friends and fools. Yeah. Voilà. Donc, il faut d'abord recourir aux moyens de la famille, c'est-à-dire aux moyens propres, puis aux moyens de la famille, et puis il faut recourir peut-être aux amis, si besoin il y a, et puis les fous qui peuvent vous faire confiance sans pour autant exiger beaucoup de choses. Alors, l'importance, l'avantage de cela, c'est que vous allez vous retrouver avec un capital où vous n'avez pas des intérêts à payer, n'est-ce pas? Contrairement à chercher le moyen auprès d'une banque. On peut aller chercher le moyen auprès des institutions financières lorsqu'on a déjà maîtrisé plus ou moins son business et que les choses se profilent d'une manière positive. Maintenant, là, vous pouvez commencer à aller chercher le moyen ailleurs dans les institutions financières ou auprès même des investisseurs. Mais quelque chose que tu as dit qui m'a fait un peu fatiguer, mais quand tu dis qu'il y a moins de risques quand on utilise ses fonds propres, mais il y a aussi un risque de faire faillite parce que si on utilise tous ces, comment on dit ça, savings, tout ce qu'on a comme argent et on met tout ça dans un business, il y a de fortes chances de faire faillite. Alors oui, en fait, ce qui est vrai, c'est que se lancer dans les business, il faut déjà être ce que les anglophones appellent un risk taker, donc quelqu'un qui sait prendre un risque. Parce qu'il n'y a aucun business qui peut vous garantir 100% que ça va marcher. Donc, il y a toujours ces facteurs risques-là. Quelles que soient les conditions, il y a toujours cette possibilité d'échouer. Et donc, quand vous vous lancez, c'est que vous prenez un risque. Alors, lorsque vous financez votre startup, donc un nouveau business, avec le moyen extérieur, c'est-à-dire le moyen que vous avez, le capital que vous avez peut-être eu auprès d'une institution financière, les risques deviennent encore plus importants. Parce que une fois que ce business ne marche pas, non seulement que vous aurez une dette à rembourser, mais vous aurez aussi des intérêts à payer. Tandis que si vous aviez utilisé vos moyens propres, là, au moins, vous aurez perdu l'argent, oui, parce que c'est ça les risques qu'il faut prendre, et qui ne risque rien, n'a rien, comme on le dit en français. Alors, au moins là, vous allez perdre votre argent, mais vous n'aurez pas de compte à rendre à qui que ce soit. D'accord. Ou même, si vous aviez pris l'argent auprès de vos parents, auprès de vos amis, peut-être vos amis ne vont pas vous mettre trop de pression, de manière à ce que vous allez juste rembourser
le principal, c'est-à-dire le montant principal que vous aviez reçu auprès de vos parents ou auprès des amis. Mais avec la banque, ce sont les intérêts qui s'accumulent du jour le jour. Et donc, vous comprenez que là, le risque devient très important et c'est pourquoi il faut réfléchir 2 fois avant de penser à cette option-là. Ah, ok, d'accord. C'est beaucoup plus clair maintenant. Ouais. Merci pour ça. Donc, quelles sont certaines erreurs qu'on peut éviter? Des erreurs de novice en tant qu'entrepreneur ou un nouvel entrepreneur? Alors, il y a parmi les erreurs qu'il faut éviter dans l'entrepreneuriat, et je crois que ce que nous voyons très souvent, c'est la précipitation en fait. C'est-à-dire, vous avez une idée, et puis une idée qui vous passionne. Et par exemple, bon, on connaît certaines personnes, ils vous disent, écoutez, à chaque fois que je prépare à la maison, c'est toute la famille qui aime bien ma recette, et parfois, quand les amis me visitent, je fais la même recette. Et du coup, on m'encourage même de créer un restaurant. On dit, écoutez, ouais, c'est une bonne idée, mais il ne faut pas te précipiter parce que le fait que ta famille aime ce que tu prépares, le fait que les amis aiment tes recettes ne signifie pas nécessairement que vous devez ouvrir un restaurant. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça quand on veut se lancer, n'est-ce pas, dans le business. Il faut tenir compte de beaucoup d'autres aspects à part le fait que ta famille aime bien manger ce que tu prépares. Voilà. Alors, donc, il ne faut pas se précipiter. Il faut te dire, oui, écoutez, j'ai identifié un secteur dans lequel je voudrais m'investir. Maintenant, commencer à faire ce qu'on a appelé l'étude du marché tantôt, pour pouvoir savoir exactement si ces services que tu veux offrir ou alors ces produits que tu veux offrir au public, si vraiment il y a un besoin réel pour ce produit-là ou pour ce service-là. Et s'il répond vraiment à un besoin, parce que une idée de business doit répondre à un problème qui existe, doit résoudre un problème. Et donc, il faut passer par ces étapes-là. Et l'étude du marché, elle est très importante parce que c'est elle justement qui te confirme que oui, en tout cas, l'idée que j'ai, je peux la convertir en business parce que je trouvais que c'est là le résultat de l'étude, de l'étude ou de cette enquête que nous avons fait. Nous avons beaucoup de potentiels clients. Et par conséquent, on peut maintenant passer à d'autres étapes et puis lancer son business avec beaucoup plus de certitude parce qu'au préalable, on a pris le temps de planifier, de faire toutes les enquêtes nécessaires qu'il faut pour se rassurer. D'accord. Donc, quand on parle de planning, il y a ce terme qui revient fréquemment, c'est le business plan. Yeah. Et partout, on entend à quel point il est important d'écrire un business plan. Mais en fait, c'est quoi un business plan? Et quelle est son importance? Alors, un business plan ou alors un plan d'affaires, c'est un document écrit et qui contient essentiellement 3 éléments. Le premier élément, ce sont les objectifs de l'entreprise. Le deuxième élément, c'est les méthodes pour atteindre ces objectifs. Et le troisième élément, c'est les calendriers, en fait, pour la réalisation de ces objectifs. Alors oui, un bon business plan, bien évidemment, doit être, c'est un guide pour l'entrepreneur. Il contient, n'est-ce pas, un certain nombre d'indicateurs nécessaires qui permettent à l'entrepreneur d'évaluer l'évolution de son entreprise, l'évolution de son business sur le court terme, sur le moyen terme et puis le long terme. Alors, il est très important parce que c'est un guide, comme je venais de le dire. Et si vous n'avez pas ce business plan, donc vous ne savez pas, n'est-ce pas, comment évaluer. Vous ne savez pas dire si vous êtes en train d'avancer ou si les choses sont en train d'évoluer selon ce que vous aviez prévu, selon ce que vous aviez planifié. Et lorsqu'on se lance dans le business, et pratiquement quand on fait tout le travail, il faut être en mesure d'avoir ces indicateurs qui vous permettent de dire que oui, nous sommes en train de bien évoluer ou les choses ne marchent pas comme prévu. Et par conséquent, il faut faire des ajustements nécessaires pour pouvoir, n'est-ce pas, corriger ce qui ne marche pas et maintenir ce qui marche.
Donc, oui, c'est un document très important pour un entrepreneur. D'accord. Et quels seraient certains dangers auxquels on s'expose si on n'a pas un business plan ou alors on en a un mais qui n'est pas vraiment écrit à fond? C'est juste quelques petites phrases ici et là. Ouais. Alors, de prime abord, je dirais que un entrepreneur ne peut pas se lancer sans avoir un business plan. C'est un peu comme voyager, n'est-ce pas, sans savoir où on va, sans connaître sa destination. Donc, c'est impossible. Quand on sort pour aller quelque part, enfin, il faut savoir où on va. Mais la chose ici, c'est que tout business plan n'est pas nécessairement couché dans un document. Et ça arrive souvent. Et je crois que tout dépend du type de business. Par exemple, lorsque vous avez une idée claire de ce que vous voulez faire, vous avez des objectifs précis que vous voulez atteindre. Le business que vous voulez lancer, c'est un business tout à fait simple. Je peux donner l'exemple de quelqu'un qui veut se lancer, par exemple, dans le service de livraison. Tout ce dont vous avez besoin, c'est acheter un véhicule et une fois que vous avez un véhicule qui répond aux normes, vous vous dites, écoutez, vous allez signer un contrat avec Amazon et Amazon qui va vous donner une zone précise où vous allez chaque fois faire vos livraisons. Vous voyez un peu. Alors, c'est un modèle de business qui est tout à fait simple, de telle sorte que ces plans-là, ces objectifs, ces méthodes pour atteindre vos objectifs et ces calendriers pour la réalisation de vos objectifs sont dans votre tête. Donc, vous n'avez pas besoin de rédiger un document complexe pour avoir un plan d'affaires, n'est-ce pas? D'accord. Vous avez ces plans d'affaires, mais il est, si vous voulez, informel. Il est dans votre tête. Alors, par conséquent, si vous avez un type de business qui est plus ou moins complexe et qui va peut-être exiger à ce que vous ayez recours à des financements externes, par exemple, chercher des investisseurs pour venir investir dans votre business ou peut-être solliciter un prêt bancaire. Là, vous êtes obligé d'avoir un business plan parce que lorsque vous entrez ou vous approchez à un banquier, la première des choses qu'on va vous demander avant même de commencer à échanger avec vous, c'est de savoir, écoutez, est-ce que vous avez un business plan? Si vous n'avez pas un business plan, il va carrément vous dire, écoutez, malheureusement, on ne saura pas aller loin, vous pouvez sortir, ou alors aller travailler sur votre business plan et revenir. Donc, c'est un peu ça. Si le concept est simple, vous n'avez pas besoin d'avoir un document rédigé, mais en réalité, vous avez ces business plans dans votre tête. Il est tout simplement informel. Mais lorsque vous avez un concept de business qui est plus ou moins complexe, où les enjeux financiers sont plus importants, donc il faudra mobiliser beaucoup de moyens, alors là, il faut avoir un business plan. D'accord. Et donc, si on est dans ce deuxième cas de figure et qu'on est prêt pour lancer son activité, comment est-ce qu'on prépare son dossier, le dossier qu'on va présenter auprès de la banque? Donc, il y a le business plan, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui demandent? Oui, je vais citer peut-être 3 ou 4 éléments qui sont essentiels dans les dossiers présentés à une institution financière. Premièrement, bien évidemment, c'est le business plan dont on venait de parler. Et si votre business, c'est un business qui existe déjà depuis un certain temps et que vous voulez passer à l'étape suivante, c'est-à-dire vous voulez scale up, vous voulez agrandir votre business et pour cela, vous avez besoin de moyens supplémentaires. Là, on va aussi vous exiger ce qu'on appelle en fait, les états financiers, c'est-à-dire vous devez présenter votre bilan, votre cash flow et d'autres éléments pour que les financiers ou alors la banque soient en mesure de voir pendant les 2 ans d'opération, est-ce que vous avez des résultats positifs? Parce qu'en fait, les résultats positifs, parce que cela permet à l'institution de savoir si votre entreprise promet.
D'accord. Alors, à part les états financiers, euh, il y a aussi la crédibilité, votre profil, comment on appelle ça, the credit profile, donc votre profil financier. Certaines banques vont même exiger que que vous puissiez apporter ce qu'on appelle les credit reports. Donc, credit report, vous en tant qu'individu, c'est-à-dire votre credit report personnel, pour qu'on voie un peu, votre profil, tous les autres engagements que vous avez déjà eu à prendre dans le passé, d'autres engagements financiers, et voir si vous avez eu à honorer ces engagements comme il se doit. Et voilà, ce sont les éléments évidemment qu'on cherche dans votre profil financier. Et les banquiers, ils pensent, et je crois qu'il a raison, que quelqu'un qui ne sait pas gérer sa vie financière personnelle, il aura du mal aussi à gérer la vie financière d'une entreprise. Donc, c'est important pour les banquiers de voir d'abord votre profil personnel, votre profil financier personnel, avant peut-être même d'exiger le profil financier de l'entreprise. Alors, à part ça, il y a un autre élément important, c'est que les institutions financières exigent aussi une garantie. C'est-à-dire si les choses tournent au vinaigre, tournent mal, et que vous n'arrivez pas, n'est-ce pas, à rembourser le prêt ou la dette que vous avez contractée auprès d'une banque. Alors, quelle est cette chose que la banque peut, par exemple, récupérer, n'est-ce pas? C'est ça, en fait, la garantie. Et la garantie peut prendre plusieurs formes. Elle peut être une garantie financière, c'est-à-dire, voilà, l'argent qui est quelque part dans une banque. Ça peut être une garantie matérielle, comme une maison, comme un véhicule, et ainsi de suite. Ouais. D'accord. D'accord. Restons un tout petit peu parlons d'argent toujours. Ouais. Et parlons comptabilité un tout petit peu. Comment est-ce qu'on maintient la comptabilité quand on travaille seul, quand on est solopreneur? Quand on est seul, c'est vrai, c'est difficile parce que vous devez vous occuper, n'est-ce pas, des opérations de l'entreprise, et du coup, vous n'avez pas le temps de faire ce qu'on appelle le back office. Et ça devient compliqué parce que lorsque vous ne faites pas le travail du back office, vous allez vous retrouver dans des conditions telles que, à la fin du trimestre, vous ne savez pas exactement combien vous allez payer en termes de taxes. Vous ne savez pas même parfois dire combien vous avez réalisé en termes de bénéfices. Donc, c'est très important d'avoir un système, même un système de base de comptabilité, avoir en place un système qui vous permet de répondre à ces questions de base. Est-ce que vous avez réalisé de bénéfices et où est-ce que vous dépensez plus d'argent? Parce que les décisions que vous allez prendre vont dépendre de la manière dont vous gérez ces chiffres-là. Parce que le business, comme les anglophones le disent, business is about numbers. Oui. So you need to know your numbers. Vous devez connaître vos chiffres. Et lorsque vous ne savez pas répondre à certaines questions de base par rapport à vos chiffres, on vous dit, écoutez, peut-être vous n'êtes pas en train de faire un business, vous êtes en train juste de faire ce qu'on appelle les hobbies, c'est votre passe-temps. Yes, so you need to, if it's business, you really need to know your numbers. Alors, le conseil que je peux donner à ceux qui peut-être viennent de commencer, ils n'ont pas le temps, je dirais, écoutez, il faut à tout prix chercher un petit moment, même une fois la semaine, où vous prenez 1 heure, 2 heures, où vous essayez un peu de prendre toutes les opérations financières que vous avez effectuées et écrire ça même dans un document Excel. Si vous n'utilisez pas encore les QuickBooks, écrivez ça même dans un document Excel parce que cela va vous éviter beaucoup de problèmes. Ça va vous faciliter à la fin du trimestre, par exemple, d'évaluer pour voir si vous avez réalisé des bénéfices ou si vous avez réalisé des pertes. Et en termes de calcul de taxes que vous devez payer, ça sera facile de faire ces calculs-là. Donc, c'est très important. Et si vous-même, vous n'avez pas le temps, investissez même un peu d'argent pour peut-être avoir un consultant qui prend même 1 heure ou 2 heures chaque semaine pour venir s'occuper de votre petite comptabilité. Et il faut pas attendre. Il faut le faire dès le début. Donc, n'attendez pas que le business puisse atteindre une certaine taille pour pouvoir, n'est-ce pas, commencer à faire la comptabilité. Il faut le faire dès le premier jour. Et d'ailleurs,
Je vais ajouter un autre élément très important. Je ne sais pas, peut-être, je n'ai pas répondu à cette question que tu as posée. C'est l'entrepreneur et l'entreprise. Ce sont deux entités différentes. Donc, il ne faut pas confondre sa poche à la caisse de l'entreprise. Et ça aussi, dès le début, même vous en tant qu'entrepreneur, quand vous prenez votre argent pour mettre dans votre entreprise, il faut passer cette écriture comme une dette que vous donnez à l'entreprise ou comme votre investissement personnel que vous placez dans l'entreprise. Vous voyez un peu. Oui. De telle sorte que cet argent-là doit quitter votre poche ou alors votre compte personnel pour aller dans le compte de l'entreprise. Et chaque fois que vous voulez effectuer des dépenses au compte de l'entreprise, utilisez cette carte entreprise. N'utilisez pas votre carte personnelle. Lorsque vous commencez à mingle, donc mélanger les dépenses personnelles et les dépenses de l'entreprise, ça devient une sorte de cacophonie. Et lorsque vous allez chercher un comptable pour vous aider à mettre les choses en ordre, ça va vous coûter beaucoup d'argent parce que ça va lui prendre beaucoup de temps pour pouvoir distinguer qu'est-ce que vous avez dépensé pour vos dépenses personnelles ou pour les dépenses de l'entreprise. Alors, c'est bien de prendre les choses au sérieux dès les débuts et distinguer les deux. Donc, faire la différence entre les dépenses personnelles et les dépenses de l'entreprise. D'accord. Donc, ce qui m'amène aussi au sujet des taxes. Quels sont les avantages et les inconvénients de déclarer ses impôts personnels avec ceux de son business? Parce que tu as dit que ce sont deux entités bien distinctes. Ouais. Donc, comment ça se passe au niveau des taxes? Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients à faire les deux ensemble ou l'un et l'autre? Alors, quelque part, quand on est encore trop petite, donc quand l'entreprise vient à peine de commencer, vous pouvez déclarer vos taxes parce que là, il y a différentes formes d'entreprise en fait. Et lorsque vous commencez, il arrive souvent que vous commenciez comme ce qu'on appelle a sole entrepreneurship. C'est-à-dire, vous n'avez pas encore enregistré votre business au niveau fédéral et puis au niveau de l'État. Votre business est plus ou moins lié à vous. Mais cela ne veut pas dire que vous allez avoir le même compte. Le business a son compte personnel. En fait, à son compte et vous avez votre compte personnel. Et alors, à la fin de l'année, lorsque vous allez déclarer vos taxes, la personne qui vous aide à faire vos taxes va faire ce qu'on appelle le Schedule C. Alors, ce Schedule C, c'est là où il va établir tout ce que vous avez gagné dans cette initiative, dans cette entreprise. Et cela va entrer, n'est-ce pas, dans les calculs de vos taxes. Mais alors, plus votre business évolue, plus nous vous encourageons d'enregistrer votre business, par exemple, comme un LLC, de manière à ce que vous puissiez commencer à déclarer vos taxes séparément et puis les taxes de l'entreprise séparément. Et pratiquement tous les experts, à un certain moment, vont vous encourager dans ce sens-là de ne plus considérer votre business comme un sole proprietor, mais plutôt de prendre une autre forme qui va, n'est-ce pas, vous permettre de chaque fois à distinguer ou alors de chaque fois déclarer séparément vos taxes en tant qu'individu et aussi les taxes de l'entreprise. Ouais. D'accord. D'accord. Avant de continuer avec les autres questions qui ont trait aux produits et services, j'aimerais quand même prendre une pause pour demander, ou alors pour demander une clarification. Je pense que c'est ce que je veux dire. Parce que il y a des business aussi, tu en as parlé des statuts légaux qui sont différents. Il y a les non-profit. Les non-profit, des ONG, ce sont des entreprises. Et donc, est-ce qu'elles aussi, elles sont soumises aux mêmes, comment je vais dire, aux mêmes étapes, il faut suivre les mêmes étapes qu'une compagnie qui est for profit, comme ils disent, par exemple, comme une LLC? Et là, je vais dire oui.
En fait, nous, on dit que quand vous vous lancez dans le non-profit, on vous appelle aussi entrepreneur. Oui. La différence, c'est qu'on vous appelle entrepreneur social. So you are a social entrepreneur. Donc, votre mission est plus sociale. Mais c'est important de savoir que lorsqu'on crée une ONG, ce n'est pas à dire qu'on ne peut pas réaliser des profits. L'ONG doit aussi réaliser des profits. L'ONG doit avoir aussi l'argent. Sauf que l'argent de l'ONG est destiné à sa mission sociale. Elle n'est pas destinée à enrichir un individu ou à enrichir des individus. C'est ça, en fait, la seule différence entre les ONG et puis les autres entreprises. Voilà. Donc, c'est cela. L'ONG est aussi, d'une manière ou d'une autre, l'entrepreneur social est soumis pratiquement aux mêmes conditions de planification parce que je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui ont créé des ONG, mais ces ONG-là sont dans leur poche et carrément, ils ne font rien parce que, on n'a pas considéré toutes ces autres étapes-là de planification et puis de savoir que oui, la mission exactement, c'est vraiment un besoin et que du coup, vous aurez les donateurs qui seront intéressés à votre mission. Tout ça, ce sont les aspects dans ce monde-là des ONG qu'il faut prendre en considération. Et c'est prendre suffisamment de temps pour pouvoir planifier et c'est rassurer qu'on est en train de partir sur la bonne voie. Ouais. D'accord. Parce que je pense qu'il est quand même important. Souvent, il y a une mauvaise compréhension de la chose. On pense que ONG, ça veut dire c'est de la charité. Donc, on ne prend pas aussi l'ONG, c'est au sérieux, quoi. Comparé à d'autres structures comme une LLC, par exemple. Donc, je tenais à faire à ce que ce soit clair, en fait. Exactement. Et c'est important. Vous avez bien dit, l'ONG, c'est la charité, parce que vous avez une mission sociale. Vous voulez aider les gens. Mais quelque part, pour aider, il faut avoir le moyen. Oui. Donc, d'abord, ce sont les moyens. Donc, il faut réunir les moyens et être à mesure, n'est-ce pas, d'accomplir sa mission. Donc, c'est très important de se dire, écoutez, nous devons planifier, nous devons identifier ce qu'on appelle clients dans le monde de business. On peut appeler des donateurs, donc des supporters, les gens qui vont soutenir votre mission. Si vous n'avez pas ces gens-là qui vont soutenir votre mission, vous allez vous retrouver peut-être seul, sans les moyens, et votre ONG va rester dans votre tiroir sans faire grand-chose. D'accord. Ouais. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, on parle beaucoup de... Il faut faire du marketing, qu'on soit ONG ou for profit, comme on dit. Et il y a il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup de moyens. Mais comment est-ce qu'on véritablement se distingue de la compétition dans notre monde d'aujourd'hui? Alors, la compétition, elle est là aujourd'hui, elle sera là demain, et elle a toujours été là. Alors, la première des choses à faire, c'est de connaître cette compétition-là, c'est-à-dire connaître ses compétiteurs. Savoir, c'est que, en fait, quand on parle de compétiteurs, c'est-à-dire ce sont des gens qui offrent le même produit ou le même service que vous, n'est-ce pas? Oui. Et du coup, vous vous dites, écoutez, qu'est-ce que je peux faire différemment qui puisse attirer les clients chez moi et non chez les compétiteurs. Alors, donc, il faut connaître d'abord ces compétiteurs, les étudier pour savoir comment ils font leur... je peux appeler ça quelque chose comme le packaging. Quand ils offrent ces services, quels sont les facteurs, les autres éléments qui accompagnent ces services ou qui accompagnent ce produit? Alors, une fois que vous connaissez cela, vous vous dites, écoutez, voilà, il y a quelque chose qui manque peut-être dans ce qu'ils font. C'est par exemple, vous dites, écoutez, mais leur service client n'est pas impeccable. Alors, si peut-être moi, j'offre le même produit ou le même service, mais avec un service client impeccable par rapport à mes compétiteurs, cela peut être une raison pour attirer beaucoup plus de clients vers vous que chez votre compétiteur. Ou alors, vous pouvez vous dire que, écoutez, dans les mondes actuels, les gens parfois aiment cette possibilité d'avoir leur service à domicile. Vous dites, écoutez, pour aller chez mon compétiteur, il faut aller pratiquement vous déplacer physiquement pour aller obtenir ce produit ou ce service. Vous dites, écoutez, moi je vais ajouter un plus, par exemple,
la possibilité pour offrir ces mêmes services à domicile, par exemple, ou la possibilité de faire des livraisons à domicile. Déjà, cela vous distingue, n'est-ce pas, de votre compétition, de votre compétiteur. Et cela peut être une raison pour vous attirer plus de clients que votre compétiteur. Donc, c'est un peu ça. Pour faire face à la compétition, il faut d'abord connaître ses compétiteurs et puis voir comment faire pour vous distinguer, pour offrir un plus aux clients que peut-être votre compétiteur ne fait pas. D'accord, merci. Et une autre chose à laquelle les entrepreneurs doivent faire face, c'est les prix des produits et services. Donc, quelles sont vos suggestions quant à, je ne vais pas dire choisir les prix, mais comment est-ce qu'on fait pour dire, OK, mon produit, c'est $10, pardon, ou alors c'est $15. Quel est le processus, pardon, pour en arriver là? Alors, il y a trois éléments. Il y a trois éléments à considérer, à prendre en considération lorsque on veut déterminer le prix de son produit ou de son service. Alors, le premier, c'est d'abord les coûts. Et le deuxième élément, c'est la demande. Et le troisième élément, c'est la concurrence dont on venait de parler. Alors, quand on parle du coût, c'est tout ce que vous avez investi, n'est-ce pas, pour avoir un produit fini. C'est-à-dire combien vous avez utilisé pour acheter la matière première, combien vous avez utilisé pour faire le traitement de cette matière première pour avoir finalement un produit fini. Et une fois que vous avez ces coûts de production, maintenant vous pouvez vous dire, écoutez, moi je vais maintenant ajouter mon bénéfice, je vais ajouter mon bénéfice de peut-être 15% ou 20% du 20% du coût, en fait, du coût d'investissement dans ce produit. Alors là, ça vous permet maintenant d'avoir un prix final. Maintenant, une fois que vous avez déterminé ce coût-là, sur base, n'est-ce pas, de tous les éléments que vous avez investis dans votre produit, ou peut-être aussi dans votre service, vous devez aussi tenir compte de la demande. Parce que le marché, en fait, vous avez la loi de l'offre et de la demande qui a un rôle très important à jouer dans la détermination du prix. Vous pouvez vous dire, écoutez, plutôt que de mettre, comme la demande est faible ce jour-ci, je voudrais bien avoir un bénéfice peut-être de 20%, mais je vais mettre ça peut-être à 10%, tout simplement parce que la demande n'est pas si importante. Mais si la demande est grande par rapport à l'offre, là, alors vous pouvez encore, vous pouvez aussi ajouter, vous pouvez augmenter votre prix. D'accord. Alors, le dernier élément, c'est la concurrence, comme on venait de parler des concurrents, des compétiteurs. C'est que lorsque vous fixez votre prix, vous devez aussi tenir compte de votre compétition, les autres qui offrent ce même produit, les autres qui offrent ce même service. À combien, en fait, ils chargent, comment ils chargent leur service. Parce que si vous offrez le même produit et que vous mettez, par exemple, 2 fois plus que votre compétition, ben, vous pouvez vous rassurer que vous n'aurez pas un seul client qui va venir chez vous. Donc, vous devez aussi garder contact, si vous voulez, savoir ce qui se passe chez vos compétiteurs pour pouvoir déterminer vos prix sur base de cela. Ouais, sur base de ces compétiteurs, parce que c'est très important. D'accord. Ouais. Merci. Et donc, parlant de une fois que le business est établi, on a fait tout ce qu'on a à faire, paperasse, etc. Il y a certaines choses qui reviennent. Par exemple, on parle du DUNS number. C'est quoi le DUNS number et pourquoi est-ce qu'il est important de l'avoir pour traiter avec le gouvernement fédéral? Ouais. Alors, les DUNS number. Les DUNS number, c'est un peu comme, je dirais peut-être un peu comme un numéro de sécurité sociale pour une personne, pour un individu. En fait, le DUNS number vous permet à votre business, à votre entreprise, d'établir un profil financier un profil financier. C'est-à-dire,
lorsque vous voulez, vous contractez, et le gouvernement a des exigences, c'est que si vous voulez, par exemple, solliciter, obtenir de marché auprès du gouvernement, il vous exige d'avoir un dance number. Mm. Oui, parce qu'avec les dance numbers, en fait, on peut solliciter à partir de ces bureaux-là, qui gèrent les dance numbers, on peut solliciter un rapport qui va permettre, n'est-ce pas, à celui qui veut travailler avec vous, peut-être à permettre au gouvernement, de voir les comportements financiers de votre entreprise sur une certaine période de temps. C'est-à-dire, si vous avez eu à solliciter de prêts auprès des institutions financières et quel a été votre comportement par rapport au remboursement, si vous avez eu à avoir des contrats où vous devez fournir tel produit ou tel service, comment vous avez été, est-ce que vous avez pu respecter, n'est-ce pas, ces contrats que vous avez signés dans le passé. Alors ça permet en fait d'avoir le profil, n'est-ce pas, le profil financier de l'entreprise. Et c'est donc très important d'en avoir. Et surtout quand on a atteint un certain niveau dans le business, on n'a pas de choix que d'avoir un dance number. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc, des autorisations, il en faut pour créer une entreprise où qu'on soit. Mm-hmm. Et je sais que Life Assets est basé à DC, mais quelles sont certaines autorisations qui sont requises pour créer une entreprise ici dans le Maryland, et en particulier à Montgomery County? Oui, alors pour créer une entreprise, il y a un certain nombre de choses qu'il faut savoir. D'abord, au niveau fédéral, il faut à tout prix avoir le EIN number, donc le Employee Identification Number. Ça, c'est avec IRS. Et bien sûr, c'est facile à obtenir. Si vous voulez lancer votre business aujourd'hui, on peut aller en ligne et dans moins de 10-15 minutes, on aura le EIN number pour votre entreprise. Et une fois qu'on a ces numéros fédéraux, vous devez aussi enregistrer votre business au niveau de l'État où vous êtes résident. Donc, si vous êtes en Maryland, en fait, vous pouvez être résident en Maryland et puis créer un business à DC, tout à fait normal. Donc, créer aussi, vous enregistrer auprès au niveau de l'État où vous voulez enregistrer votre business, que ce soit DC, Maryland, Virginie ou ailleurs. Et là, l'État va aussi vous donner un autre numéro qu'on appelle, c'est aussi pour, en fait, c'est pour vous permettre de payer vos taxes au niveau, n'est-ce pas, de l'État où réside votre business. Alors, les autres permis, les autres autorisations dépendent du genre de business dans lequel vous êtes investi. En fait, l'industrie dans laquelle vous allez opérer détermine les genres de permis qu'il vous faut avoir. Par exemple, si vous voulez vous lancer dans le daycare, providing services, on appelle ça quoi là? La crèche, faire une crèche. Vous vous lancez, voilà, exactement, pour garder les enfants. Là, il y a un certain nombre de conditions, un certain nombre de permis qu'il faut avoir. Là, par exemple, il y a pratiquement il y a une formation que vous devez suivre et avoir un certificat. Vous voyez un peu, avant de vous lancer dans ces business-là. Et puis, vous devez, des inspecteurs doivent passer pour vérifier l'endroit, l'espace où vous allez à chaque fois garder ces enfants. Et à la fin de cette inspection, ils vous diront le nombre d'enfants. Ils vont vous donner un certificat qui a le maximum d'enfants que vous devez garder dans cet espace. Et voilà. Et donc, si vous voulez vous lancer, par exemple, vous voulez créer un restaurant, là aussi, il y a un certain nombre de conditions, il y a un certain nombre de permis. Les inspecteurs, experts dans ces domaines-là, doivent venir vérifier si vous avez une cuisine qui est certifiée, parce que, bon, voilà, ce sont les gens qui doivent chaque fois venir manger chez vous. Et donc, voilà, le nombre de certificats et de permis dépendent du secteur dans lequel vous allez opérer. Et la plupart de ces certificats et autorisations s'obtiennent au niveau de l'État.
au niveau de state level ou alors au niveau du county où vous habitez. Donc là, si quelqu'un veut se lancer dans les business, c'est ce que nous faisons. Il peut nous contacter, on peut travailler ensemble pour lui donner exactement les détails par rapport, n'est-ce pas, à l'industrie dans laquelle il veut se lancer. D'accord. Donc, malheureusement, notre temps tire pratiquement à sa fin, mais avant de partir, est-ce que les personnes sans papier peuvent créer un business? Très bonne question. La réponse est oui. Donc, si on est on est ici aux États-Unis et qu'on n'a pas encore des papiers, donc on est en attente, le processus est en cours, vous pouvez chercher auprès des institutions compétentes, c'est l'IRS, pour obtenir ce qu'on appelle les ITIN number. En fait, c'est un numéro d'identification aussi qui vous permet de créer un business. Et puis de payer des taxes sur le bénéfice que vous réalisez sur ces business-là que vous avez créé. Parce que lorsque vous n'avez pas de papier, c'est que vous n'avez pas le Social Security Number, donc vous n'avez pas les numéros de sécurité sociale. Alors, quand vous n'avez pas ces numéros de sécurité sociale, vous pouvez utiliser ces ITIN number pour pouvoir créer un business. Ouais, c'est possible donc. D'accord. Ouais. Et encore une fois, merci. Mais avant que tu ne partes, comment est-ce que Life Asset, donc pour tous ceux qui nous regardent et qui sont intéressés, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils se sentent prêts. Comment est-ce qu'on entre en contact avec toi? Parce que, et d'ailleurs, pas seulement toi, mais Life Asset en tant qu'organisation, et comment est-ce que vous aidez les personnes qui sont prêtes à se lancer? Oui, alors Life Asset, c'est une institution financière communautaire, c'est une communauté pour le développement communautaire, donc une institution financière pour le développement communautaire. Donc nous avons, si vous voulez, une mission sociale, plus ou moins, c'est un peu social, dans le sens que nous travaillons avec les entrepreneurs, les petits, moyens et micro-entrepreneurs, généralement qui ont des difficultés à accéder les financements auprès du secteur financier traditionnel. C'est-à-dire, ils ne savent pas obtenir les financements auprès des banques, peut-être parce qu'ils n'ont pas de garanties, ils n'ont pas de business plan parfait, ils n'ont pas de bon crédit, un bon profil financial profile. Et nous leur demandons de venir chez nous parce que nous allons leur donner accès aux petits, au microcrédit, mais pas seulement ça, mais nous allons aussi leur donner accès à l'assistance technique c'est-à-dire travailler avec eux de manière à ce que 1, 2 ou 3 ans après, nous pouvons maintenant leur référer au marché financier traditionnel pour avoir accès au financement beaucoup plus important. Vous voyez un peu. Alors, pour nous contacter, notre website, c'est peut-être l'endroit le mieux indiqué. Et là, nous avons pratiquement toutes les autres informations, notamment les numéros ou les emails où vous pouvez nous atteindre. Et notre website, c'est donc le www.life, donc L-I-F-E, asset, A-S-S-E-T.org. So, lifeasset.org. Donc, voilà, c'est cela, donc, notre website. Vous pouvez visiter ce website et puis pour en savoir plus sur ce que nous faisons. Et n'hésitez donc pas à vous contacter si vous avez besoin de nos services. Et donc, pour avoir accès à nos services, vous n'avez pas besoin d'avoir un crédit parfait, vous n'avez pas besoin d'avoir un business plan, vous n'avez pas besoin de tout cela. En fait, nous sommes là pour vous aider justement à constituer tout cela. Nous vous aidons, nous organisons des formations où vous allez apprendre comment bien évidemment écrire un business plan. Nous organisons des formations pour vous permettre d'apprendre un peu comment établir votre crédibilité et puis aussi la crédibilité de votre entreprise. Et voilà, donc nous avons toutes ces formations-là que vous pouvez accéder gratuitement une fois que vous faites partie de notre réseau. Donc, sentez-vous libre de nous contacter si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat. Nous aurons le plaisir de vous aider et de vous accompagner. D'accord, ouais. John, merci infiniment. Tu es
comment dire, un réservoir de connaissances. Merci. Et, et merci de les avoir partagés avec nous. Et qui sait, peut-être une troisième interview dans le futur, on ne sait jamais. Yeah. Mais en tout cas, merci d'avoir partagé tes connaissances avec nous et notre communauté. Je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir.